Chester Himes, Regret sans repentir, traduit de l'anglais par Yves Malartic, NRF Gallimard. Titre original: The Quality of Hurt, My Life of Absurdity, 1971, 1976, 1979 pour la traduction française. La clémence ne se commande pas, elle tombe du ciel comme une pluie douce. Sur le lieu qu'elle domine, double bénédiction, elle fait du bien à qui donne et à qui reçoit. Elle est la puissance des plus puissants, elle sied. Au monarque sur son trône mieux que sa couronne, son sceptre représente la force du pouvoir temporel. Il est l'attribut d'épouvante et de majesté, dont émane le respect et la terreur des rois. Mais la clémence est au-dessus de l'autorité du sceptre. Elle trône dans le cœur des rois. Elle est l'attribut de Dieu même, et le pouvoir terrestre, qui ressemble le plus à Dieu, est celui qui tempère la justice par la clémence. Le Marchand de Venise, acte 4, scène 1, Shakespeare. Traduction de François Victor Hugo. Livre 1er. 1. J'eus sans doute bien des raisons pour venir en Europe, mais je ne me les rappelle pas clairement. Il en va de même pour les cicatrices profondément marquées dans mon subconscient par 7 années de travaux forcés. J'ai presque complètement oublié la prison, comment elle était et ce que j'étais lorsque j'y vivais. Je n'en conserve qu'une certitude. Tout être humain, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa foi religieuse ou son idéologie, est capable de tout et de n'importe quoi. Noir, né et élevé en Amérique, j'y vivais. Le préjugé de race fut donc un des motifs pour lesquels je quittai mon pays. Mais j'en avais bien d'autres et je le sais. L'un fut peut-être que j'avais assez d'argent pour partir. Un autre fut que j'étais à 2 doigts de tuer Wendy Haygood, la blanche avec qui j'avais vécu, et ça m'épouvantait. Mais il est temps d'en dire plus sur ma vie aux États-Unis. Je suis né le 29 juillet 1909 à Jefferson City, capitale du Missouri, en face de l'Institut Lincoln, où mon père, le professeur Joseph Sandy Himes, enseignait ferronnerie et charronnerie en qualité de chef du département de mécanique. J'étais le plus jeune de 3 enfants, tous des garçons. Ma mère était octavone et peut-être encore plus blanche. Je la revois pareille à une blanche qui aurait souffert d'une longue maladie. Elle avait les yeux noisettes, le teint brouillé et les cheveux acajou. Ses parents, les Beaumard, étaient issus du côté paternel d'une esclave et d'un propriétaire d'esclaves, et du côté maternel d'une esclave indienne. Je me rappelle avoir vu dans ma petite enfance ma grand-mère Beaumard. Elle ressemblait à quelques squaws profondément ridés et qui fument la pipe dans les films de Hollywood. De mon grand-père, je n'ai vu qu'un portrait. C'était un homme de haute taille, blanc, au teint clair, à la longue barbe blanche. Il tenait les rênes du cheval d'un cavalier de la Confédération, son maître, et demi-frère, selon ma mère, qu'il avait accompagné à la guerre en qualité de valet. Ma mère prétendait que le père de mon grand-père descendait en ligne directe d'une famille d'aristocrates anglais, et elle en était très fière. Si elle nous a tellement tracassés, grondés, punis, tournés en bourrique, c'est parce qu'elle souhaitait faire de nous des hommes dignes de nos aïeux. Tous les Beaumards que j'ai connus étaient très clairs, et certains avaient même franchi la ligne. J'étais encore tout jeune quand nous quittâmes le Missouri pour le Mississippi, où mon père assura la direction du département de mécanique de l'Alcorn A&M, collège d'État du Mississippi à l'usage des Noirs. Fondé à l'origine à l'intention des Blancs, Alcorn fut abandonné aux Noirs quand les Blancs passèrent à Oxford, l'Ole Miss que William Faulkner et James Meredith ont rendu célèbre. Mon père était diamétralement opposé à ma mère. De petite taille, très noir, les jambes torses, le crâne parfaitement ellipsoïdal et le visage d'un arabe, il avait un grand nez crochu. Quant à moi, j'ai les cheveux crépus et un teint de sépia. Mes traits seraient beaux si je n'avais pas un nez trop menu, et j'ai le crâne plat. Les élèves de mon père disaient volontiers qu'il m'avait forgé sur l'enclume. Le père de mon père était le forgeron esclave d'un propriétaire juif qui s'appelait probablement Heinz, et dont il prit le nom lors de son émancipation. Ce serait ainsi que je m'appelle Himes. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu parler de la mère de mon père. Il avait 2 sœurs, Fanny et Léa, qui se rendirent à Cleveland dans l'Ohio avec leur mari et un frère, Andrew, que j'ai connu.
Je crois me rappeler en outre qu'il avait un autre frère, Tom, que je n'ai jamais vu. Ma tante Fanny était mariée à un ingénieur en papeterie qui entretenait la chaudière d'une raffinerie de la Standard Oil à Cleveland. Énorme, ossu, très foncé, il entonnait d'énormes quantités d'aliments sans se soucier de ce qu'il mangeait pourvu qu'il y en eût beaucoup. Je l'ai vu dévorer un plateau de riz bouilli, une poêlée de poumons de bœuf, un gallon de haricots verts et un pain blanc tout entier en un seul repas. Fanny et Wade avaient un fils, Gérald, plus jeune que moi de quelques années. Il était gras et très gâté parce que enfant unique. Mon oncle Wade subit une opération de la vésicule biliaire. Il ne s'en remit jamais. Son épouse mourut d'un cancer quelques 2 ans plus tard. Peu après, mon cousin Gérald tira 2 balles dans la tête de sa bien-aimée et une seule dans la sienne. Elle survécut, il mourut. Ma tante Léa épousa un ancien professeur, Rodney Moon, qui devint inspecteur fédéral des vivres après leur installation à Cleveland. Quand je les connus, ils étaient les seuls noirs vivant dans un quartier blanc qui depuis est devenu un ghetto noir. À ce titre, ils jouissaient d'un grand prestige. Ils avaient 2 enfants beaucoup plus âgés que moi. Le garçon, Henry Lee, termina ses études à l'université Howard de Washington, D.C., je crois, et devint à la fois journaliste et enseignant. Sa sœur, Ella, enseignait aussi en qualité d'institutrice. Pour autant que je m'en souvienne, Henry fut professeur à l'université Talladega en Alabama, puis rédacteur en chef des nouvelles locales au journal de Harlem Amsterdam News. Il fit partie d'un groupe d'intellectuels invités par le gouvernement russe durant les années 30 pour faire un film sur l'émancipation des esclaves par Lincoln. Ses frères et sœurs d'âme, parmi lesquels on comptait Ted Poston, Langston Hughes, Lauren Miller, Arabelle Thompson et Molly Lewis, une des fondatrices de l'Urban League Guild, actuellement épouse de mon cousin Henry, se chamaillèrent entre eux et furent réexpédiés au pays par les Russes. Cette équipée date d'assez longtemps pour qu'il soit permis d'en parler. Henry Moon avec Ted Poston, actuellement reporter au Post de New York, et Robert Weaver, ancien directeur de l'HUD, ainsi que quelques autres frères d'âme, firent partie du ministère noir de Franklin Roosevelt, assortiment de visages ostensiblement noirs chargés de fonctions fédérales. Il fut aussi un des dirigeants du comité d'action politique Sidney Hillman, lorsque Roosevelt brigua son 4e mandat. Aux dernières nouvelles, Henry Moon siège au bureau exécutif national de l'Association pour l'avancement des gens de couleur et il est rédacteur en chef de The Crisis. Ma tante Léa, mes oncles Roddy, Andrew et le problématique Tom ainsi que mon père sont morts, toute une génération. Mes 2 frères sont encore vivants, mais aucun de nous 3 n'a d'enfants, si bien que notre nom s'éteindra avec nous. Sociologue de réputation internationale, Joseph enseigne au collège de la Caroline du Nord à Durham. Mon aîné Edward fut serveur dans un restaurant huppé de Lexington Avenue. Aux dernières nouvelles, il faisait partie de la direction du syndicat de son métier. J'ai entendu des garçons noirs de Harlem l'appeler Monsieur Himes avec un grand respect, ce qui ne leur est jamais arrivé lorsqu'il s'adresse à Joe ou à moi. Edward donc doit être un personnage, lui aussi. Je dois avouer que je ne me rappelle pas grand-chose d'Eddie en sa jeunesse et mon enfance. Il a une dizaine d'années de plus que moi et je l'ai peu connu. Nous n'avons guère vécu ensemble qu'à Jefferson et j'étais alors tout petit. Ensuite, quand nous vécûmes dans le Mississippi, il n'était plus avec nous. D'abord, il suivait des cours à l'université d'Atlanta. Et plus tard, il travaillait comme garçon de wagon-restaurant. Mais Joe et moi étions inséparables. Nous n'avions guère qu'1 an de différence. Épouvanté par les écoles élémentaires réservées aux Noirs dans le Mississippi, ma mère nous fit la classe jusqu'au niveau de la 7e ou de son équivalent dans les écoles noires du Sud. La première école que nous fréquentâmes fut l'Institut Haynes d'Augusta. J'avais 8 ou 9 ans et nous débutâmes ensemble en 8e. Nous étions tous 2 avancés dans nos études et nos camarades de classe furent toujours plus âgés que nous. Mes souvenirs de l'Institut Haynes sont fort limités. Miss Lucy Laney, la forte femme noire fondatrice et principale de l'établissement, me fouetta un jour à cul nu avec une planchette de pain. Je grinçais des dents à en faire craquer les mailles plutôt que de crier ou pleurer. Un terrible incendie ravagea un bas quartier proche de chez nous, et bien des gens restèrent sans logis. Je tombai amoureux de mes cousines Mabel et Margaret Baumard, qui avaient plus de 2 fois mon âge. Il y avait aussi Maude, la mule qui me mordit grièvement au nez parce que je lui volais son maïs que je faisais rôtir pour le manger. Mon père acheta une Studebaker d'occasion à Memphis durant la dernière année de la Première Guerre mondiale, et devint ainsi
le seul propriétaire d'automobile de notre comté dans le Mississippi. Ma mère nous emmenait volontiers parcourir la campagne en voiture. Elle confiait le volant à un élève. Malheureusement, nous eûmes bien des algarades avec les minables cutéreux du voisinage parce que nous effrayions leurs attelages de mules. Mère ne partait jamais en auto sans s'armer d'un pistolet, et, quand un muletier mettait la main sur son fusil de chasse, elle braquait son arme sur lui la première. Il en résulta que mon père fut licencié de l'école et banni de l'État. Il trouva une situation équivalente au Branch National College de Pine Bluff, dans l'Arkansas. Plus tard, cet établissement devint l'Arkansas A&M. Selon toute apparence, c'était la branche noire d'un collège normal blanc. Joe et moi entrâmes dans ce qu'on appelait la première année de collège. Il avait 13 ans, moi 12, et nos camarades de classe plus de 20 ans. On faisait l'appel au début de chaque classe. Un élève nommé Jerry Ramsey m'annonça un jour qu'il n'irait pas à l'école le lendemain, et me demanda de dire au professeur qu'il était allé à Memphis faire la chasse aux putains. Ne connaissant pas ce mot, j'entendis whores au lieu de whore. Je savais fort bien ce qu'étaient les whores, des journaliers employés pour travailler le coton à la houe ou pour étêter le maïs. Quand on appela Jerry le lendemain matin, je me levai et clamai à pleine voix « Il est allé à Memphis faire la chasse aux whores ». Le professeur fit l'erreur inverse et comprit whores. Croyant que je savais ce que je disais, il m'appela au tableau et chercha à m'infliger un châtiment physique. Je rendis coup pour coup. Il me jeta par terre. Mon frère bondit à mon secours. L'incident fit scandale à l'école. Je me rappelle aussi que nous habitions une maison proche de la voie ferrée, à quelque distance de l'école. Quand un train de marchandises passait à une heure propice, nous sautions dessus et allions ainsi jusqu'au passage à niveau contigu à l'école. Dès notre première année à Pine Bluff, Joe et moi eûmes la petite vérole et faillîmes mourir. Des pustules apparurent sur tout notre corps, jusque sur la paume des mains, sur la plante des pieds, les paupières et à l'intérieur des narines. Notre père était à l'école lorsqu'on découvrit que notre forte fièvre était due à cette maladie. La maison fut placée en quarantaine. Notre mère et nous y restâmes enfermés. Notre père ne put franchir la palissade pendant toute notre maladie. La plupart des gens qui ont été atteints par la petite vérole ont le visage et tout le corps grêlés de petites cicatrices parce qu'ils grattent les pustules qui les démangent. Notre mère nous épargna cette disgrâce en nous liant les mains dans des coussins de plumes et en nous couvrant d'un onguent phénolé. Quand nous fûmes guéris, elle brûla toute la literie, y compris les matelas, tous nos vêtements et tout ce qui s'était trouvé dans notre chambre pendant notre maladie. Comme tous les établissements scolaires en ce temps-là, le nôtre s'étendait sur un vaste domaine. Seul le président habitait sur le campus. Outre l'instruction professionnelle qu'il donnait, mon père devait enseigner une matière académique, l'histoire noire. Il se servait de plusieurs ouvrages de référence sur ce sujet. Je n'en ai jamais retrouvé aucun. Vers la fin de chaque année scolaire, les élèves offraient aux parents une fête au cours de laquelle ils donnaient en spectacle les diverses matières enseignées à l'école. Ainsi les parents se faisaient-ils une idée de ce qu'apprenaient leurs enfants. Les meilleurs élèves récitaient des extraits de pièces de théâtre, répétaient les discours de grands éducateurs noirs, voire quelques vers d'Homère. Montraient comment on pétrit la pâte du pain, comment on arrache les mauvaises herbes autour de jeunes plants de coton, comment on doit tenir la jambe d'une mule pendant qu'on la ferre, péroraient sur l'avenir du moteur à explosion ou sur la pérennité du cheval. Le programme se terminait toujours par une controverse publique sur le même sujet. Est-ce le feu ou l'eau qui est l'élément le plus destructeur? En 1922 ou 1923, on désigna Joe et moi pour la démonstration de chimie, et on nous permit de présenter l'expérience à notre gré. C'était peu après la Première Guerre mondiale, et nous avions appris à fabriquer des torpilles en mélangeant du salpêtre, nitrate de potassium, du charbon de bois, carbone, et du verre pilé, silice. Nous placions cette mixture sur la voie du chemin de fer et, quand la locomotive passait dessus, l'explosion faisait un bruit terrible. Nous pulvérisions chaque composant séparément avec un pilon dans un mortier, et c'est ensuite seulement que nous mélangions les poudres avec la plus grande prudence. Je ne me rappelle plus pourquoi nous choisîmes cette expérience-là qui n'avait guère de rapport avec notre cours de chimie. Ce fut sans doute moi qui en décidai, car j'étais déjà l'épateur aventureux. Or il se trouve que pour me châtier de quelques méfaits dont j'ai perdu le souvenir, ma mère m'interdit de participer à la démonstration. Des années plus tard, alors que je purgeais ma peine de prison, je voyais sans cesse des affiches, interdiction de cracher par terre, interdiction de parler la nuit, interdiction de sortir des aliments du réfectoire, interdiction de siffler. Cela me rappelait infailliblement les interdictions de ma mère.
Mon frère avait besoin de moi car il s'agissait d'une expérience délicate et dangereuse. Dès qu'il commença à mêler le verre pilé aux autres composants, opérant tout seul, le contenu du mortier lui éclata à la figure. Rien ne m'a blessé plus cruellement que cet accident. J'en souffre encore un demi-siècle plus tard. J'aimais mon frère. Nous ne nous étions jamais quittés. Cette explosion me choqua, me brisa, me terrifia. Je me souviens vaguement du brouhaha qui s'ensuivit. Je bondis au secours de Joe et je tombai de toute la hauteur d'une volée d'escalier. Ensuite, on nous assit serrés côte à côte sur la banquette arrière d'une voiture. Ma mère, mon père, Joe et moi. Nous fonçâmes dans la nuit. D'autres voitures nous suivaient, phares allumés. Mes parents entrèrent dans la salle des admissions d'urgence d'un hôpital pour blancs. Médecins et infirmiers de blanc vêtus apparurent. Je me rappelle être resté assis dans l'auto, auprès de Joe, et avoir assisté à la scène muette, éclairée par les phares. Un homme blanc refusait. Mon père suppliait. Dépité, mon père pivota sur lui-même. Il pleurait comme un enfant. Ma mère fouilla son sac à main. J'espérais qu'elle en tirerait son pistolet. Mais elle cherchait seulement un mouchoir. Joe restait étrangement muet. Nous le conduisîmes à l'hôpital pour noirs. Apparemment, personne n'y savait que faire. Enfin, on lui banda les yeux et le visage et on le mit au lit. Mon frère n'était pas défiguré, mais aveugle. 5 jours plus tard, ma mère l'emmena à Saint-Louis pour le faire soigner à l'hôpital Barnes. Vinrent l'été et la fin de l'année scolaire. Les cours de vacances pour instituteurs commencèrent. Mon père assura alors l'intérim du président. Il me permit de conduire le tracteur Fordson de la ferme de l'école. C'est cette année-là que j'eus mes 13 ans. Les jeunes institutrices noires m'évaluaient du regard. Je m'épris passionnément d'une ou deux d'entre elles, mais platoniquement. Mon père disposait de la Ford de l'école et chaque dimanche, nous allions en voiture à l'église baptiste, dont il était diacre, et où il donnait des cours de Bible. La classe finie, j'allais m'asseoir dans l'auto à l'ombre d'un arbre et j'y accueillais mes admirateurs. J'étais un personnage parce que j'allais au collège, j'en conduisais le tracteur en semaine et parfois la Ford le dimanche. Les petites filles noires m'offraient leur corps. Dans le sud, elles atteignent la puberté vers 9 ou 10 ans et à 13 ans, elles s'accouplent comme des lapines. Peu leur importait que cela se sût, pourvu que leurs parents et les grandes personnes n'en apprissent rien. Si bizarre que cela soit, ce n'est pas cet été-là que je perdis ma virginité. Ces fornications exemptes de tout sentiment m'écœuraient. J'ai sans doute été un puritain toute ma vie. Mon père acheta une maison sur la Taylor Avenue à Saint-Louis. C'est ainsi que je retournai dans le Missouri. Nous avions quitté Jefferson City quand j'avais 4 ans. Durant les 9 années suivantes, nous avions vécu successivement à Cleveland, à Alcorn, Mississippi, à Augusta, Géorgie et à Pine Bluff, Arkansas. On m'a admis en 2e année d'école secondaire. Joe allait tous les jours à l'hôpital Barnes où les médecins s'efforçaient d'enlever les tissus cicatriciels qui couvraient la cornée de ses yeux. Il était entré à l'école pour aveugles du Missouri où il apprenait le braille et à jouer de la clarinette. À Saint-Louis, la ségrégation la plus stricte régnait dans les écoles publiques. Cependant, blancs et non-blancs, mâles et femelles, fréquentent l'école pour aveugles. N'est-ce pas révélateur? If you see me walking down the streets and I start to cry,